tous et à toutes. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous présenter dans le chat. Rejoignez la réunion. Bonjour Sophie. Paris, Toulouse. Et vous? Bonjour David, David Aymon, parce qu'il y a beaucoup de David. Bonjour Myriam, salut Daniel. Bonjour Valentine. Oui, bonjour Luc. Salut, on a des gens du Québec avec nous, de Valence, de Toulouse, de Nantes, d'Angers, de Fribourg, de Versailles, de Toulouse. Salut Corinne. Je vois Sophie. Je vois Claire. Bon, on a nos habitués maintenant. Salutations de James Wang. Merci à Pierre pour son message. Bonjour Isabelle. De Toulouse, j'imagine, Isabelle. Absolument. Ce qui fait beau à Toulouse. Salut Jean-François. Comme le disait Myriam, temps mitigé, beaucoup de vent. Et nous avons une autre Toulousaine aussi qui est là. Je sais, oui. Je l'ai vu passer. Véronique aussi, je crois. Il y a un gang toulousain, quoi. C'est ça. On va encore attendre quelques secondes, quelques minutes avant de démarrer. Merci à toutes et à tous de vous être rendus disponibles pour cette séance avec David Autissier. Alors la semaine dernière, on s'est régalé avec Alexandre Gérin et je pense que c'est dans la continuité, ça va être parfait, avec un regard sur des problématiques connexes, mais je pense que ça va bien faire le lien avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Sinon, vous avez le replay sur YouTube qui est disponible de toute manière. Voilà, donc David, on t'a attribué, je crois que c'est Milly qui t'a attribué les droits de co-administrateur de la séance. Donc si tu souhaites partager à un moment donné des documents, tu n'hésites pas. Tu as tous les pouvoirs. Il y a un cluster à Toulouse. Alors, il y a encore des personnes qui sont en train d'arriver. On va démarrer à 5 pour être dans le timing. Je remercie Lucas et Émilie de m'aider à animer cette séance. On va pouvoir gentiment éteindre la musique. On remettra en fin de session. Merci beaucoup. C'est très agréable, mais on s'entraînera mieux comme ça.
Eh bien, écoutez, je suis ravi d'ouvrir cette séance d'une heure avec David Autissier. Alors, David Autissier, c'est presque un collègue, puisque, mais je lui dois le respect dû à ses titres de directeur de la chaire ESSEC IMEO. Alors, IMEO, ça signifie Innovation managériale et excellence opérationnelle. Également, David, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît bien, hein, et donc on est. Il y en a beaucoup que je connais quand même à l'Assemblée, donc. J'imagine, oui, j'imagine. Tu as un certain track record dans le domaine. Donc, tu connais beaucoup de monde. Non, là, c'est pas Voilà. moi, je vous assure, là, je suis pour rien dans la musique. Non, c'est un nudge pour nous réveiller. C'est un nudge. Tu es également donc maître de conférence à l'IAE Gustave Eiffel de Paris-Est-Créteil, qui est une université reconnue également dans le domaine. Tu enseignes le management, les systèmes d'information et la conduite du changement. Tu mènes des travaux de recherche donc à l'ESSEC. Alors, il se trouve que tu as eu la délicatesse de me proposer d'intégrer ta chaire de recherche, ce que j'ai accepté avec bonheur. Et donc, tu traites des problématiques du changement et du management dans une perspective de recherche-action avec les entreprises. Très important parce que souvent les gens se disent la recherche, c'est des professeurs d'un bus, etc. Bon, je peux témoigner ici que tout ce que tu fais, David, est extrêmement pragmatique, concret, utilisable pour l'action, pour les managers, les leaders que nous sommes ou que nous conseillons. Et donc, je disais la semaine dernière que le livre dans lequel un certain nombre d'entre vous et bien au-delà ont été interrogés, qui s'appelle Entreprise de nouvelle génération, arrivé. Donc, cette semaine, on l'aura dans les mains. Et donc, je vous annonce, j'en profite, je fais une petite parenthèse. Le 9 novembre, à 17h30 jusqu'à 19h, puisqu'il y a le couvre-feu désormais, donc il faut s'y faire. Si vous êtes dans le quartier de la Madeleine, ou si vous pouvez vous y rendre, eh bien, vous serez les bienvenus à Vojo Madeleine, qui est super centrale à la Madeleine. Et donc, pour une séance de dédicace et de signature du livre, avec mes co-auteurs, donc Philippe Pinault et puis Olivier Tranois. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais je voulais passer ça pour que vous puissiez le noter dans vos agendas, donc le 9 novembre. Je voulais aussi dire que tes travaux, non seulement ils étaient très opérationnels et au service des praticiens, mais aussi tu produisais un contenu intellectuel assez impressionnant en fait. Enfin, tu fais partie des gens qui dans le domaine est très connu parce que tu vulgarises et tu amènes à la portée de tous ce que tu défriches comme matière. Et je pense que de ce point de vue-là, la France et l'Europe ont des choses à dire, probablement avec un supplément d'âme sur d'autres continents. Et donc, notamment, je voulais signaler, parce que j'ai eu j'espère que tu m'autorises à le faire, mais tu as partagé à l'écosystème de la chaire IMEO, donc Innovation managériale, excellence opérationnelle, quelques chiffres cette semaine sur notamment les MOOC que tu as produit ou coproduit avec plus de 300 000 personnes qui ont parcouru, qui ont vu ces MOOC et plus de 63 000 qui les ont suivis. Et c'est quand même extrêmement impressionnant parce que là, on voit bien que la recherche permet de toucher beaucoup de monde. Tu as publié également beaucoup d'ouvrages, donc je te laisserai en parler toi-même parce qu'il y en a beaucoup et tu peux peut-être mettre le focus sur certains d'entre eux, comme j'ai pu le faire juste avant sur le dernier. Alors il se trouve que l'avant-dernier, j'ai eu la chance de pouvoir y contribuer avec toi, les entreprises à mission et raison d'être chez Duno. Voilà, et là j'organise je participe à une conférence à Nantes le 12 novembre et ce livre-là que je viens de mentionner, qu'on a co-rédigé, enfin j'ai fait une petite partie pour ma part, sera distribué à tous les participants de cette conférence. Voilà, donc voilà pour mon introduction. Merci à toi David pour tout ce que tu nous apportes et puis pour ton travail encore une fois extrêmement
rigoureux et dense. Et donc, tu vas nous parler donc du sujet qui nous touche tous aujourd'hui, qui est extrêmement d'actualité, sur cette résilience des organisations à la crise, ce fonctionnement qui, par nature, se dessine de façon hybride. Et donc, je te laisse nous introduire le sujet. Tu as une quinzaine de minutes pour le faire, mais on n'est pas à la minute. Et ensuite, Milly et moi, on te posera quelques questions. Et puis, assez rapidement, on partira dans un échange interactif avec tout le monde, tous ceux qui sont là, qui ont plein de questions à te poser. Merci Luc pour cette élogieuse présentation. Hein, donc merci beaucoup. Donc je dirige effectivement cette chaire. J'ai une autre chaire que je dirige avec Jean-Marie Peretti de l'ESSEC, hein, la chaire Changement. Il y en a une qui a 10 ans, l'autre qui a 4 ans. Ce sont deux entités de recherche-action, hein, donc avec aujourd'hui 19 partenaires, hein, 19 grands groupes. Alors je sais que j'ai vu qu'il y en avait certains que je connais qui sont là, qui sont là donc, dans l'Assemblée. Et effectivement, il y a une équipe de 12 chercheurs associés. Hein. J'ai vu donc Jean-Yves Guillain, je crois, qui est inscrit, tu es, toi Luc aussi. Donc, on a voulu créer une équipe de recherche-action et on travaille avec les partenaires, ce qui nous a lieu à pas mal de publications, de MOOC, d'articles, tout cela. Moi, j'ai toujours tu le mentionnais tout à l'heure, et le passage dans cette notion, dirais-je, de faire savoir un certain nombre de choses. Moi, mon passage aux États-Unis m'avait toujours marqué dans les labos. Il y avait des labos et on disait tu viens et tu produis des choses et tu sors des articles et c'est les lecteurs qui diront si c'est bon, si c'est pas bon. Dans les labos, dans les universités françaises, on disait, les profs disaient je vais faire le livre. Ça m'a toujours marqué, ça, je vais faire le livre. Alors que moi, quand je suis arrivé aussi, on m'a dit je vais faire le livre. On m'a dit non, tu fais des livres, tu fais des articles et puis tu verras. Et donc du coup, cette expérience m'a marqué parce qu'effectivement, j'ai l'habitude de dire à l'ensemble des chercheurs associés, tant que ça n'est pas écrit, ça n'existe pas. Et effectivement, il y a une forme, dirais-je, de leadership là sur les publications nord-américaines, mais on a aussi des choses à faire savoir, pas dans un antagonisme, hein, parce que je veux dire de très belles choses, mais de montrer que nous aussi, on publie des choses, on fait des choses, et on peut servir aussi de référent, de modèle, dirais-je, à un certain nombre d'organisations. Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, et c'est en lien avec ce travail des chaires, hein, moi, dès le 15 mars, hein, donc, comme tout le monde, on s'est retrouvés enfermés, donc confinés, parce qu'il faut faire attention, la sémantique a toute son importance. On s'est trouvés confinés et puis se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je sais pas, moi, je me suis posé cette question. Alors, moi, je ne suis pas médecin. Moi, je suis prof. Donc, vous dites, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc, vous passez 48 heures un peu à dire tiens, je vais ranger le garage, je vais faire 2-3 trucs. Et puis après, comme tout le monde, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Et là, j'ai appelé l'ensemble j'ai pris les entreprises partenaires avec lesquelles on travaille. Je dis en quoi je peux vous aider? Donc voilà, c'était tout simplement. Et donc, on a créé très rapidement, dans le cadre des deux chaires de l'ESSEC, Changement et IMEO, hein, Innovation managériale, excellence opérationnelle, un groupe de travail qui a consisté un tout petit peu à réfléchir avec, donc on avait quand même un panel d'entreprises assez intéressant. Ce qui est bien, c'est que quand on a 19 grands groupes, alors c'est pas tous des grands groupes parce qu'on a aussi des départements, donc on a le département du 78 et du 92, donc on a des variétés organisationnelles. Et puis le premier thème, c'était un tout petit peu d'essayer de dire, mais finalement, essayons de comprendre un peu ce qui nous arrive, donc d'un point de vue organisationnel, ce qui se passe, quelles vont en être les conséquences et comment ça, avec deux préoccupations, comment je gère la situation, parce qu'il y avait une situation de crise, et puis comment je prépare la situation d'après. Voilà, et avec des moments un peu variables entre ces deux notions. Ce qui a donné lieu à un premier ouvrage qu'on a fait, parce que, comme vous l'avez compris, je gère mes névroses dans l'écriture. Et donc, du coup, on a écrit un premier ouvrage qui s'appelle « Changement de crise ». Alors, si certains sont intéressés, ils peuvent adresser leurs coordonnées, dirais-je, je pourrais leur adresser. Hein. Et donc, on s'est regroupé à plusieurs et puis on s'est dit on va essayer de formaliser sur le vécu des organisations, comment les organisations vivent cette crise.
plusieurs choses par rapport à ça. Alors, je ne vais pas vous faire ce qui est mentionné dans les 200 pages de l'ouvrage, mais premier élément par rapport au sujet qui nous préoccupe tous là, et que Luc et toute son équipe portent, je pense que la crise de la Covid, hein, donc je vais faire respecter, est un accélérateur, dirais-je, de transformation organisationnelle. Comme, je veux dire qu'à un moment donné, vous savez, les anglo-saxons parlent de tipping point, de point de bascule, c'est-à-dire que, alors, Gladwell avait théorisé ça, hein, c'est-à-dire pour qu'il y ait une bascule, il faut qu'il y ait des points d'adhérence déjà qui soient faits. Je pense que tous les travaux qui sont faits depuis quand même maintenant un certain temps sur les nouveaux modèles d'organisation, sur le collaboratif, le participatif, alors je passe les grands modèles, etc., avec différentes accroches, hein, différentes expérimentations, qui étaient là un peu en logique que je vais appeler d'expérimentation par l'absurde. C'est-à-dire qu'on a un modèle classique, commande-contrôle, organisationnel, connu, et puis à côté, on expérimente des choses, mais on les regardait un tout petit peu comme des lieux. Aujourd'hui, je pense que le regard a un tout petit peu changé, même s'il y a toujours des tentatives de revenir à des modes de fonctionnement plus classiques. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on va devoir trouver de nouvelles formules organisationnelles, et finalement, tous ces travaux-là qui étaient menés au préalable constituent des ressources pour aller expérimenter des choses. Ils ne constituent pas des solutions, mais constituent des ressources intéressantes. Donc, je pense que le premier élément, c'est que ça quand même, c'est révélateur de nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles organisations. J'irai même plus loin dans la conclusion, hein, donc même pas uniquement sur les organisations, mais sur la société. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qu'on a vu qui va nous intéresser, on a vu ce qu'on appelle la nécessité que les organisations, que les collectifs répondent à ce qu'on appelle trois besoins ontologiques, hein, des individus qui correspondent au minimum que les organisations doivent apporter. Alors là, on est allé rechercher dans des travaux, hein, chez Weck. Ça fait déjà depuis un petit longtemps qu'on remet en cause les théories de la motivation à la Maslow, hein. La pyramide de Maslow, l'individu a des besoins. Si l'entreprise permet à l'individu de répondre à ses besoins, donc l'individu est motivé. Depuis un certain temps, on parle quand même beaucoup plus de ce qu'on appelle des boucles d'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'un individu, une personne s'engage dans un collectif, s'engage dans l'action, et ces boucles-là sont variables en fonction d'éléments, dirais-je, conjoncturels, hein. Je suis en forme, je ne suis pas en forme, j'ai des événements externes, mais aussi sur des cycles, dirais-je, de temporalité. À des moments donnés, il y a le cycle quand on arrive au début d'un job, ben, ce n'est pas la même chose que quand on est là depuis 5 ans, etc. Donc, il y a plein d'éléments qui déjà amenaient à revoir un peu la notion, dirais-je, d'engagement, la notion de motivation versus l'engagement des acteurs. Là, on a vu que finalement, on se retrouvait dans quelque chose d'assez, et que la notion d'engagement était sujette à trois notions qu'on retrouve dans les travaux de Karl Emanuel Weick, hein, qui est un auteur nord-américain qui a travaillé sur ce qu'on appelle la théorie du sens, de la fabrication du sens, hein. Alors, c'est tout le courant, grosso modo, de l'Organizational Development aux États-Unis, qui considère à un moment donné que l'organisation, c'est plus un mouvement qu'un stock, pour reprendre des vieilles analogies avec des théories en économie. C'est le mouvement qui est plus important que les éléments structurels qui vont expliquer le mouvement. Donc, je fais assez simple pour pouvoir venir. Les trois besoins qu'on a vus, c'est premièrement un besoin qu'on connaît depuis longtemps de sécurité. C'est-à-dire que le premier élément, dans la première période, de dire je viens au travail, il faut se souvenir de la psychose, hein, quand on est tous allés faire des courses au 20 mars. Hein, donc, quand on sortait dans la rue, c'était quand même un peu surréaliste. Enfin, moi, j'analysais ça en même temps en vivant et en essayant d'observer le collectif. Tout le monde se regardait, voilà, on ne savait pas trop. Enfin, ça en dit long sur les systèmes collectifs, hein, et comment ils réagissent, hein. Donc, parce que des fois, on s'émeut avec des analyses un peu historiques en disant « Ah, ils ont fait ça à tel moment de l'histoire ». Je suis plus prudent, moi, sur certains sujets. Donc, un besoin de sécurité, et on l'a vu, hein, donc la demande sociale était on veut des masques, on n'a pas de gel, on veut tout ça, etc. Alors il y avait un petit dessin humoristique, hein, qui était sur les réseaux sociaux, c'était le président de la République qui disait « Vous m'avez embêté », alors c'était avec une autre formule sémantique plus directe, hein, « Vous m'avez embêté parce qu'il n'y avait pas de masque et maintenant qu'il y en a, vous ne voulez pas les porter ». Donc je trouvais ça assez intéressant aussi par rapport à… Mais
Donc, on a cette première étape qui est ce besoin de sécurité. Et on a vu que les organisations les organisations, les collectifs, c'est-à-dire que là, on est bien dans la relation 1N. Moi, individu, j'attends que mon entreprise, ma commune, l'État, ma ville, enfin, on attendait tous cette notion de sécurité. Et dans les entreprises, c'est que faites-vous pour garantir ma sécurité? Ça, c'est un premier élément. Deuxième besoin fondamentaux qu'on a vu, c'est la notion qu'on a vue quasiment après les 15 premiers jours, on a vu ce qu'on appelle émerger, ce qu'on appelle un besoin d'avenir. La notion de la projection. Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous nous organiser? Et ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire cette notion, ce besoin d'avenir, la nécessité de la projection, avec une ambiguïté, on va revenir après dans la notion de résilience. L'ambiguïté, c'est je suis manager, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais moi, j'ai mon équipe qui me demande de lui dire. C'est-à-dire que là, on est tous pris un tout petit peu. Je ne sais pas, moi j'ai des enfants, ils m'ont demandé que va-t-il se passer. Donc, et là, vous êtes bien obligé d'avoir un discours avec les limites que vous devez mettre à ce discours-là. Dire, je pense que ça sera cela. Mais vous prenez une responsabilité de manager, une responsabilité dans une organisation en donnant une projection avec les limites de celle-ci. Mais l'ensemble, dirais-je, des individus était en attente que des acteurs dans l'organisation leur donnent des éléments de projection. Alors, même si on les revoyait assez régulièrement. Donc, cette notion de besoin d'avenir, moi, j'ai toujours en gestion du changement dans mes conférences, on a toujours 2 niveaux de communication. Voilà où l'on va à très long terme, mais la première étape, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une communication long terme et court terme. Là, c'était un peu la même chose. En clair, j'envoie un message, on va s'en sortir, mais la première étape, c'est ça. Donc, il y avait cette notion de que faire dans un avenir. Ça, c'est le deuxième besoin de sécurité, besoin d'avenir. Et le troisième qui était clé, qui s'est posé assez rapidement, c'est le besoin de reconnaissance. Les besoins de reconnaissance dans les organisations, alors je ne vais pas revenir sur cette notion-là qui est très connue depuis longtemps, mais alors, on a eu cette phrase qui est très dans la logique de Bourdieu, les invisibles sont devenus visibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est rendu compte dans nos organisations qu'un certain nombre d'acteurs jouaient un rôle clé avec des notions de reconnaissance, alors reconnaissance au sens large du terme, qui n'était peut-être pas toujours à la hauteur, reconnaissance sociale, mais aussi reconnaissance financière dans les rémunérations, les rétributions, etc. Donc, il y a eu cette notion de reconnaissance. Et là, c'est posé quand même aussi une question dans les organisations entre ceux qui continuaient à maintenir l'activité et ceux qui restaient, entre guillemets, chez eux. Je ne dis pas tranquille, je n'ai pas dit ça, je ne qualifie pas, parce que les gens ont aussi beaucoup travaillé de chez eux. Mais la prise de risque n'était pas du tout la même. Et même si les gens travaillaient, en même temps, ceux qui étaient, entre guillemets, en direct, alors nous, il y a un papier qui était intéressant dans le deuxième ouvrage dont je vais parler après, qui était sur TF1 en disant, mais nous, finalement, on avait beaucoup d'équipes qui étaient toujours en train parce qu'il fallait faire des tournages, il fallait monter Parce que le paradoxe, c'est que les chaînes télé n'ont jamais eu autant d'audience. Donc, du coup, il fallait produire énormément de contenu. Donc, par rapport à cela, il y avait des gens une interview, ça ne peut pas se faire, difficilement quand même, si ça peut se faire, mais difficilement. Donc, il fallait que les gens continuent à aller. Les chiffres, c'est que 20% à peu près des salariés du privé ont continué à aller sur leur lieu de travail, même pendant la période de confinement, étaient obligés. Donc, nous, on a travaillé avec des gens qui s'appellent Eureden, c'est des Bretons, sur ces dossiers et autres. Oui, il fallait que les gens aillent en production. Donc là, il y avait en quelque sorte entre ceux qui pensaient, vous savez, ces sentiments d'équité, d'inéquité qu'on trouve dans la théorie de la justice sociale. Donc, on a ces 3 besoins qu'on retrouve. Et là, finalement, on attendait des organisations et du management qu'ils répondent à ces 3 types de besoins. Donc ça, c'est quand même un premier message qu'on avait vu. Et après, alors il y a eu différentes manières de le faire, différentes techniques pour le traiter. Très vite, on s'est rendu compte, donc on a analysé ça, et puis on a commencé à suivre, nous, dans le travail d'observation, comment s'organisaient les entreprises. Et très vite est arrivée une question clé, comment travailler, comment manager à distance. Donc, c'est très rapidement est arrivée cette notion-là. Alors, on avait une demande, nous, d'analyser, alors on pourrait y revenir, mais ça ferait l'objet, ça serait beaucoup plus long, quel était le vécu des gens en situation de confinement ou ceux qui allaient sur le lieu de travail. Donc, j'ai une analyse un tout petit peu. Analyse de l'impact sur les organisations et analyse de cet impact d'organisation sur le management. Donc, on a regardé un tout petit peu ça.
Ce qui est bien, c'est que nous, on a beaucoup d'organisations, donc on peut voir un certain nombre de choses. Alors, ça n'a pas valeur de généralisation, mais ça permet quand même d'analyser un certain nombre d'éléments. Et on a vu ces 3 points de vue. On avait aussi beaucoup de comportements à gérer, donc des comportements de peur. On avait mentionné 2 syndromes qu'on avait identifiés. Le syndrome de la cabane, c'est des personnes qui ne veulent pas revenir pour des notions de confort. Quand je dis confort, ce n'est pas simplement que les personnes ne veulent pas le travailler, c'est qu'aujourd'hui, le temps moyen, dirais-je, de déplacement, enfin de transport pour se rendre à son lieu de travail, c'est 48 minutes en France. Donc d'un seul coup, vous gagnez 48 minutes, 1h28 à Paris, ce qui fait quand même l'économie d'une journée. Je sais, il y a des… Quand vous dites c'est un tropisme parisien que je mentionne, mais des personnes qui ont trouvé effectivement, même si on a nous analysé, il y a quand même pour 25% des personnes qui étaient en télétravail où c'était difficile, très difficile, lié à des contraintes, dirais-je, d'organisation, de spatialisation, il y a pas mal de choses. Donc, et là, on a commencé à voir sur finalement comment trouver de nouvelles organisations. Comment trouver de nouvelles organisations, ce qui nous a amené à réfléchir sur du management à distance. Hein. Et ça, on l'a fait dans un deuxième ouvrage qui a été publié, qui s'appelle Trajectoire de crise. Donc pareil, ici, ces deux ouvrages, hein, je tiens à le dire, donc il y a tout un collectif qui s'est mobilisé pour leur écriture et tous les droits d'auteur sont allés à une association qui s'appelle Votre école chez vous, qui donne des cours à domicile pour des enfants malades et handicapés. Et donc, du coup, voilà, je tiens quand même à mentionner que c'était aussi, parce que c'est une école qui a beaucoup souffert avec cette période-là. Et donc, du coup, on a voulu aussi aider cette association qui est une école, voilà. Dans la trajectoire de crise, donc, on a commencé à réfléchir et là, on a commencé à regarder la notion dirais-je, qu'on a abordé, la notion de résilience. Alors, bien sûr, vous allez me dire, vous allez tous me renvoyer à Cyrulnik. Moi, mon sentiment, je dis bien mon sentiment après, c'est que cette crise est quand même une forme de choc psychologique assez important. Je ne parlerai pas de gestion, dirais-je, traumatique ou post-traumatique, hein, mais je pense quand même que dans beaucoup d'organisations et même dans la société, mais ça, on verra la suite, hein, ça laisse quand même un certain nombre de… Donc, alors, moi, je fais partie des optimistes, je tiens quand même à qualifier aussi mon prisme de pensée, hein, en disant, bah, finalement, essayons d'essayer de profiter de cela pour effectivement développer d'autres choses, d'autres formes, etc. Et là, on se dit finalement, cette crise nous amène, alors à la fois dans son impact, et elle n'est pas terminée, hein, donc, et c'est pour ça que le deuxième, on l'appelait trajectoire de crise, crise sanitaire, crise économique, crise sociale, on avait ces trajectoires de crise au pluriel. Et là, on s'est intéressé à la notion de dire finalement, dans nos organisations, il nous arrive quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas envisagé, qu'on n'avait pas matérialisé, même si on avait pensé à des évolutions des organisations. Et c'est là qu'on s'est tourné vers la notion de résilience. Alors, la notion de résilience, et là encore une fois, on s'est retourné vers les travaux de Karl-Emmanuel Weick. Alors, il y a des papiers que… Alors, c'est marrant parce que j'ai retrouvé un article que j'avais fait en 2006 donc, sur le sujet. Sur la notion de résilience à partir des travaux de Weick. Il y a plusieurs choses dans cette définition, donc je dis bien de résilience organisationnelle, pas au sens de Cyrulnik sur l'individu. Premièrement, il y a une notion dans un environnement, vous avez un groupe d'individus qui vont percevoir ce qu'on appelle de l'ambiguïté, de l'équivocité. Donc c'est ce qui va générer le process, dirais-je, de résilience. C'est-à-dire s'il n'y a pas à un moment donné la perception de quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas expliquer ou sur lesquels il y a plusieurs schémas d'interprétation. Alors, en plus, on a vu un phénomène aussi avec cette crise, c'est-à-dire que le phénomène d'hyper-réalité où on multiplie les représentations et les explications du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute personne avait une explication et la communiquait. Et on ne savait pas si c'était une sorte de grille d'analyse ou simplement l'avis d'une personne. Donc, premièrement, je pense qu'on a eu cette notion d'ambiguïté et d'équivocité. Alors, c'est assez intéressant. Certains, dans les organisations, on a pu voir à des moments donnés dans les organisations dire « mais non, en fait, ce n'est pas grave, c'est juste une passade et on va revenir comme avant ». Ça veut dire que c'est une négation de l'ambiguïté et de l'équivocité, ça. Ça veut dire que c'est juste quelque chose qui vient à un moment donné, mais qui ne va pas rester. Je suis plus réservé sur ça. Après, je comprends, moi j'appelle ça le syndrome 1939, quoi. 1939, tout le monde part au front en disant dans 15 jours, on est revenu, quoi. C'était ça quand même, hein. Donc fin août, en disant dans 15 jours, on sera là, quoi.
l'histoire nous a démontré que ça a été un peu plus compliqué que cela. Donc là, il y a quelque chose qui arrive, donc déjà d'accepter que nos modes de fonctionnement, etc., méritent ce qu'on va appeler, donc peuvent être qualifiés d'ambigus, d'équivoques, et que ça nécessite un processus. Ce processus, quel est-il? Le premier processus qu'on trouve chez Vex, c'est l'interaction. À un moment donné, dès qu'on perçoit ça, l'interaction avec deux choses, avec l'importance du récit. Alors ça, j'insiste beaucoup sur cela. La première étape, quand il y a de l'ambiguïté et de l'équivocité, c'est que chacun donne son récit de la situation. Alors, c'est très crozérien dans l'âme, hein, c'est très sociologique. Hein, c'est-à-dire que je donne le récit du réel et à partir de ce récit, parce que dans le récit du réel, je vais être obligé d'avoir une chronologie, d'avoir des liens, et donc du coup, je ne suis pas simplement dans la qualification, et je suis sur mon récit à moi. Donc, c'est la notion de récit, c'est le premier élément, et le deuxième élément, c'est la notion de dialogue, c'est-à-dire que cette notion de dialogue va nous permettre effectivement d'échanger sur ce que l'on a vécu, sur ce qui apparaît être, entre guillemets, des formes de conjecture. Qu'est-ce que c'est que des formes de conjecture? C'est des petits bouts de réalité, de relations causales dans la réalité. C'est-à-dire qu'on va commencer par le récit qui est donné et le dialogue à partir du récit à trouver ce qu'on va appeler des bouées, entre guillemets, d'explication. Donc ça, c'est quand même le premier élément. Accepter l'ambiguïté et l'équivocité, permettre le récit, permettre le dialogue. Effectivement, ça me paraît, ça c'est les premiers éléments de la notion de… Ensuite, alors, Karl Emanuel Weg a une notion qui, dans je ne vais pas dire l'équation de la résilience organisationnelle, il parle d'enactment. Alors, d'enactment, c'est compliqué ça à traduire en français. Hein. Ça fait… on n'a jamais vraiment réussi. Mise en scène, alors ça veut dire qu'à un moment donné, je vais construire ce qu'on va appeler des patterns. Vous voyez, je prends encore un terme encore plus simple pour expliquer enactment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parlait de carte mentale du réel, voilà, pour faire simple. C'est-à-dire quelle est la carte mentale qu'on se donne ensemble de notre réalité organisationnelle. Et par rapport à cette carte mentale, c'est-à-dire qu'elle a deux fonctions, cette carte mentale. Elle a une fonction explicative, collective, mais elle a une fonction aussi d'action. Et ça, c'est intéressant qu'on s'entende sur… Alors, la carte mentale, c'est ce qui nous paraît important pour agir ou ce qui nous paraît indispensable pour agir. Donc, et là, ça va. Alors, moi, j'adore, il y a un texte, c'est Bénédicte Vidaillé qui avait écrit en 2003 un texte sur cette notion de carte mentale. Alors, je vais vous la lire parce que je la trouve extraordinaire et je trouve qu'elle illustre bien cette notion. Elle dit « Les musiciens vont ponctuer leur expérience selon 7 variables, qui est leur carte mentale. La crédibilité attribuée au compositeur, l'effort exercé pour jouer, la tolérance à l'erreur, l'attention aux notes, la volonté de réintégrer des notes déviantes, la volonté de suspendre son jugement pendant que l'on joue et la qualité sonore jugée rétrospectivement. » Je trouve que cette captation est intéressante, c'est-à-dire comment moi, musicien, dans un orchestre, quelle est ma carte mentale de ma participation dans l'acte collectif. Et là, ce qui est intéressant, c'est finalement, ça pose la question de, dans la notion de résilience, l'acception de l'ambiguïté de l'équivocité, le récit, le dialogue, s'entendre sur quelques patterns, entre guillemets, d'explication et d'action. Comment allons-nous fonctionner ensemble? Alors, c'est assez intéressant. On voit que le pattern qui émerge le plus possible, c'est la notion présentielle-distancielle. C'est ça. Aujourd'hui, on voit que tout le monde dit c'est 2 jours, c'est pas 2 jours, c'est 3 jours, c'est pas 3 jours. Alors, est-ce que je demande à tout le monde de venir une journée? Est-ce que je demande à… On est sollicité, mais on voit que là, l'important, c'était de se donner, entre guillemets, quelques patterns par rapport à cela. Et puis, le dernier élément qui est important quand même, parce que moi, j'aime beaucoup dans la notion de ce que développe Veig sur la notion de résilience, il va dire c'est la notion de petit gain. Alors ça, moi, j'aime bien la notion de petit gain. Ça veut dire quoi la notion de petit gain? Ça veut dire que quand j'ai construit ma carte mentale, je commence à agir avec celle-ci. Est-ce que je perçois des gains? Alors lui, il dit, on n'est pas sûr. Est-ce que je perçois de l'utilité? Est-ce que je perçois effectivement que je suis mieux, que je fais mieux, que je vais un tout petit peu mieux, que ça commence à se solutionner? Et lui, il insiste beaucoup sur cette notion parce qu'il dit finalement, c'est ce qui va donner corps à la notion qui va engager un processus où on va commencer à cranter des bouts, dirais-je, d'expérience qui deviennent des règles de fonctionnement, etc., mais qu'on a échangé, qu'on a expérimenté, et qui donne, et lui dit ce qui fait l'expérimentation, c'est le gain perçu. Et ce qui est important aussi, c'est le partage sur les gains perçus.
Finalement, et aujourd'hui, moi, on me pose la question, on me dit dans les organisations, est-ce qu'on doit être à 2 jours ou 3 jours par semaine? Alors déjà, moi, je dis ça va dépendre d'une chose. Vous allez me dire, je suis bien un prof pour dire ça dépend. Un, est-ce que l'éligibilité des processus au distanciel, déjà? Parce qu'il y a des processus, ça va être compliqué, donc déjà qu'on ait ça. Ensuite, moi je dis, la règle, alors je comprends que dans des logiques de droit social, il est important d'avoir des accords, etc. Ça, je l'entends bien. Mais je dis aujourd'hui, commencez par expérimenter des nouvelles formes de travail. Et donnez-vous 6 mois, 12 mois pour expérimenter, parce que est-ce que c'est 2 jours, est-ce que c'est 3 jours, je n'en sais rien. Que vous ayez quelques grands principes généraux, pourquoi pas, mais laissez de l'autonomie aux équipes de terrain pour dire est-ce qu'on va finalement s'organiser en 2 jours, 3 jours ou pas. Et là, on voit que les quelques expériences sont assez intéressantes, qu'il y a une erreur parce qu'on a tous réfléchi sur des durées hebdomadaires. On a tous dit qu'il faut raisonner sur 7 jours. Or, c'est peut-être pas la bonne unité de valeur. Parce qu'on s'aperçoit que pour qu'il y ait un lien au collectif fort, il faut que les gens soient ensemble pendant 3 jours. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut peut-être pas faire du raisonner sur une semaine, mais raisonner sur une notion bimensuelle. Je dis bien peut-être, parce qu'aujourd'hui, et là, l'idée, c'est d'effectivement dire j'expérimente des choses, et ces expérimentations qui donnent des gains probants qui, eux, vont faire émerger des pratiques, etc. Donc, laissons les organisations, ce qui veut dire aussi, d'un point de vue organisationnel, laisser ce temps d'expérimentation et laisser de l'autonomie aux personnes après leur expérimentation pour qu'elles aient, dirais-je, des pratiques différenciées en fonction des organisations et des moments. Ce qui pose la question, effectivement, derrière, de la gouvernance, du pouvoir dans les organisations. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on en est. Moi, je trouve que la lecture de la résilience organisationnelle n'est pas inintéressante de Weck. Donc, là, on est en train de redévelopper un certain nombre d'écrits, d'expérimentation, puis de formalisation sur le sujet. Ce qui amène quand même aussi, parce que je vois que le temps passe vite, donc je sais que Luc m'a dit un quart d'heure, mais les profs, tu sais, je suis désolé, donc tu sais, c'est toujours un truc à raconter. Donc, après, si vous en avez marre, vous me le dites, vous me faites des grands signes. Moi, je suis. Donc, point quand même important. Ce que j'aime dans VEC, je pense que, et dans cette notion d'équivocité, il y a moi j'aime tout, vous allez me dire. J'aime les petits gains, j'aime le récit, j'aime le truc. La notion du récit, c'est quand même quelque chose d'intéressant, le récit. Et on retrouve quelque chose qu'on connaît dans d'autres théories sur l'apprentissage. Chez Piaget et chez Kolb aussi, puis chez Nonaka et Taguchi également. Là, je suis quasiment. Alors, Kolb, c'est un peu particulier. Piaget, c'est vraiment la pédagogie, enfin l'apprentissage, puisque la pédagogie, pardon. Et puis les autres, Nonaka et Taguchi, c'est vraiment des auteurs de l'Organizational Development. Eux, ils disent il y a apprentissage lorsqu'une personne vit une expérience et quand elle fait le récit de son expérience au collectif. Moi, j'aime bien faire le récit d'eux. Donc là, ça pose la question à la fois de l'art oratoire, mais de la capacité à construire des récits. Et on construit un discours, tout simplement, un récit sur ce que l'on fait, etc. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. La notion donc, de récit me paraît intéressante. La notion, dirais-je, de petit gain aussi. Je trouve qu'il faut laisser les organisations aujourd'hui. La gestion de la crise à la française est quand même assez intéressante. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait des trucs qui descendaient du haut. Jusqu'où je laisse de l'autonomie aux acteurs de terrain, etc. Je n'ai pas l'impression qu'on ait fait preuve de grande, dirais-je, d'autonomie à différents niveaux, quoi. Enfin, moi, c'est mon sentiment que je perçois de l'extérieur. Je n'ai pas les éléments pour l'apprécier, dirais-je, comme une forme d'audit. Et je n'ai pas le sentiment qu'on ait été dans une logique de subsidiarité. Il me semble, alors je vous dis, je sais pas, il y a des gens qui ont rendu un rapport il n'y a pas très longtemps sur comment la crise avait été gérée par les instances publiques, mais il y a ça. Donc, on a cette équation-là, et donc, du coup, ça pose la question aujourd'hui sur l'entreprise. Que doit-elle faire? Je pense qu'elle doit mettre en application cette équation de la résilience. Déjà échanger avec les acteurs sur leur vécu, sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché.
sur des récits, sur des expérimentations, sur tenter des modalités et avoir un planning. L'idée, c'est pas de se dire on va rien faire. Parce que souvent, quand on dit on expérimente, on dit oui, mais vous voulez rien faire. Non, on donne un planning, on fait comme on le fait en méthode agile, des sprints sous 3 mois, sous 4 mois, on décide de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Et là, je vais terminer sur ça. On rejoint aussi autre chose. Tout à l'heure, je vous ai dit, il est important de communiquer à court terme et à long terme. Le long terme, c'est effectivement, on veut recréer un collectif, on veut recréer des collectifs qui soient performants, mais qui soient aussi responsables. Et d'ailleurs, c'est une demande sociétale parce que cette crise met en évidence aussi beaucoup de notions de responsabilité. Et là, on le voit très bien, on a à court terme tout un dispositif de réflexion avec cette notion de résilience organisationnelle. Et puis, on a aussi à plus long terme une question qui doit, entre guillemets, comme on dit en bon français, driver, hein, organiser, orienter nos réflexions. C'est tout le travail sur les raisons d'être, tout le travail sur la mission d'une organisation. Et là, je crois que cette crise Covid-19 est aussi une opportunité de réfléchir encore plus vite et peut-être plus fort sur ces notions, sur la responsabilité. Mon dernier papier que j'ai fait en septembre là, qui s'appelle le changement politique. Dire finalement, on a eu un changement dans les organisations. On a eu d'abord le changement très instrumental. Je mets en place des process, de l'IT, la strat, etc., qui était le grand modèle dans lequel on était. C'était le modèle, moi j'appelle ça parfois BCG cascading, on pourrait prendre d'autres noms, consulting cascading. Donc on avait ça, on a eu le changement plus collaboratif qui visait à associer un plus grand nombre, etc. Aujourd'hui, et c'est là, et je terminerai sur ça, ne sommes-nous pas peut-être dans une notion de changement politique où l'organisation va devoir mettre en place des dispositifs, comme je l'ai mentionné, de résilience organisationnelle et retrouver de nouveaux modes, mais aussi afficher, dirais-je, une ambition sociétale via la raison d'être, via la mission. Et effectivement, ça pose la question de l'entreprise et de sa place dans la société. Est-ce qu'elle est simplement un organe de production ou est-ce qu'elle joue un organe plus de socialisation? Et je feuilletais tout à l'heure, juste avant les échos, et Olivier Babot mentionnait effectivement dans les échos un papier sur le fait que l'entreprise devait être plus politique. Je sais que Pascal Demurger l'a déjà dit. Après, cette question est compliquée. Jusqu'où doit-elle s'engager? Sur quoi, etc. Ça doit être en lien avec sa production, avec son métier, etc. Mais c'est une vraie question. Donc, je veux dire, aujourd'hui, la réponse à la crise, c'est effectivement ce processus d'innovation, de résilience organisationnelle, mais celui-ci est encapsulé dans une démarche plus globale. Merci beaucoup et désolé pour le dépassement en temps que tu m'avais donné. J'ai pas voulu te Je n'ai couper pas fait de parce slide, donc que j'ai préféré vous parler. Je ne sais pas, plus je vais avec l'âge, moi j'ai envie de proposer des slides. Je sais pas, c'est un truc, il faudrait que j'analyse ça. ouais, mais c'est bien, tu es comme le bon vin, tu vieillis bien. C'est ça, donc voilà, Tu te tu connais volis. ma passion pour les vins, donc voilà. Ouais, passion partagée. Donc pour ceux qui se posent la question de l'enregistrement, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, la réponse est oui, il y aura un enregistrement, il sera disponible sur YouTube en replay. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Non, j'ai préféré pas te couper parce que je suis aussi très égoïste en co-organisant ces émissions parce que je me régalais. Donc merci pour tout ce que tu as dit. Je vais ouvrir assez vite les questions à tout le monde, donc préparez les questions que vous voulez poser. C'est bien si vous pouvez les partager dans le chat pour tout le monde, comme ça on peut peut-être les enchaîner dans un ordre plus logique que chacun son tour sur des thèmes très éloignés. Moi j'ai une première question très pratico-pratique. Je suis patron d'entreprise, admettons une PME entre 100 et 500 personnes, une PME installée. Je vois que les GAFAM dans la Silicon Valley, comme Facebook par exemple, ont lancé le télétravail illimité. Donc en gros, surtout revenez pas au bureau, on va très bien fonctionner sans ça. Ce qui prouve à quel point l'hybride présentiel distanciel est compliqué à gérer en fait, parce que si on est tous présents, bah, c'est simple. Si on est tous à la maison, c'est relativement simple aussi. Faire le entre deux, ça devient compliqué. Quelles seraient tes préconisations très concrètes pour des dirigeants de PME sur cette question d'organisation mixte?
Je te remercie de la question. Plusieurs choses, moi, aujourd'hui, c'est déjà ce que je dis tout à l'heure. Aujourd'hui, je pense que l'unité d'analyse, c'est peut-être pas la semaine, mais plutôt le bimensuel. Déjà, moi, je pense que après, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, moi, je pense qu'il va falloir qu'on ait. Moi, je ne crois pas au full distanciel, mais peut-être que quand on se verra dans 2, 3 ans, je vous dirai le contraire, hein. Vous savez, alors je dis toujours, nous les profs, il y a les preuves de nos erreurs parce qu'on écrit. Donc aujourd'hui, le full distanciel, je ne sais pas, peut-être que j'ai des cheveux blancs et j'étais habitué à d'autres modes de fonctionnement. Mais moi, ce que j'ai vu quand même dans les quelques groupes qu'on a suivis, etc., il y avait quand même des besoins de réactivation sociale. Nous, on a vu les 15 premiers jours en télétravail se passaient plutôt bien. Enfin, alors, autre chose aussi, hein, le télétravail fonctionne bien dans le distanciel, dans le run, mais pas dans le build, hein. C'est-à-dire que sur le run, sur les fonctions déjà, sur les activités déjà connues qui sont en mode répétition, ça fonctionne très bien. Donc, par contre, sur le build, là, grand mystère, hein. Là, d'abord, la plupart des boîtes disaient on ne lance pas de nouveaux projets, on n'arrive pas, etc. Parce que le build, c'est quoi? C'est créer quelque chose qui n'existe pas. Et quand on crée quelque chose qui n'existe pas, eh ben, il y a besoin d'interaction, il y a besoin d'intelligence De collective, créativité. etc. Et il y a besoin. Alors après, on peut lancer le build, mais moi, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui, je ne crois pas au full distanciel. Alors peut-être que je vais à l'encontre, effectivement, des grands patrons des GAFA. Donc, c'est peut-être une erreur. Donc, ils ont plus de visibilité. Je pense qu'une offre, mais c'est peut-être. Je pense qu'il y a un besoin, effectivement, de construire quelque chose, de travailler avec les acteurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les interactions. Et là, on a besoin, au moins dans un premier temps, pour lancer quelque chose, d'avoir effectivement ces temps-là. Donc ça, c'est mon premier élément de réponse, c'est 1, on sera dans de l'hybride. 2, dans le mode hybride, peut-être travailler sur des périodes de 15 jours, de 2 semaines, non pas d'une semaine, avec des temps. Alors, le temps, c'est moi, je pense qu'on sera dans des mix entre 3, 4 jours par semaine ou un peu plus. Alors, ce sera peut-être 4 jours en distance, 4 jours en présentiel, 4 jours en distanciel. Alors, je fais ça de manière un peu mécanique, hein. Mais je pense qu'il va falloir des temps nécessaires pour qu'il y ait un peu de réactivation sociale. Parce que moi, j'ai observé effectivement dans des organisations, tu mets les gens, la première demi-journée quand ils reviennent, ils re-socialisent entre guillemets. Et ça ne prend pas 10 minutes au café, hein. J'ai besoin d'aller voir un peu tout le monde, ce qui est normal, hein. Je n'ai pas de jugement de valeur. Donc, si tu dis aux gens, vous venez 2 jours, et il y a déjà une grosse demi-journée qui est prise, donc tu remets une demi-journée de réunion, tu te dis, bah, qu'est-ce qui reste, quoi. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment caler par rapport à ça. Donc, ça, c'est un premier élément, d'avoir des temps suffisants pour qu'il y ait une réactivation sociale du groupe. Et là, aujourd'hui, on regarde quelques entreprises d'expérience. Moi, je pense qu'il y a des notions de 3 jours qui sont quand même assez intéressantes. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, je pense qu'il faudra prévoir des temps dans lesquels il y a tout le monde. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus qui est qui. C'est-à-dire que je ne dis pas mais il y aura des temps sacralisés. Alors peut-être qu'ils auront d'autres formes, hein. Je trouve que là, il y a des routines à réinventer, des routines du collectif. Les routines du collectif, c'est peut-être que, je ne sais pas moi, tous les 15 jours, il y a une journée banalisée où tout le monde est là et on travaille. Alors, ça reprend le vieux modèle de Google, hein, 80-20, hein. 80%, et puis 20%, je suis en projet, etc. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on ne va pas avoir des temps où on sera plus dans le build et des temps aussi pendant lesquels on va avoir tout le monde? Parce qu'on va bien être obligé de créer ces identités collectives. Sinon, on risque d'avoir ce qu'on va appeler des sociétés désincarnées, quoi. On va avoir des plateformes. Je ne suis pas convaincu que ça soit l'attente sociétale, au moins française, voire après dans d'autres pays. Ensuite, l'autre élément aussi par rapport à cela, aujourd'hui, il y a tout un travail qui va nécessiter d'être fait au niveau du management. Comment on manage des équipes comme ça? Est-ce que les gens ils viennent 4 jours, ils repartent 4 jours chez eux? Comment je vais les gérer, etc. Après, tu l'as dit tout à l'heure, moi je trouve ça très compliqué, je l'ai fait. C'est très compliqué d'avoir une partie des gens en présentiel, une partie des gens en distanciel. Moi, ce que je vois à chaque fois où il y a ça, les gens qui sont en distanciel sont très vite exclus de l'échange. Donc, et c'est compliqué ça.
Donc, du coup, si on le fait, pourquoi pas pour des raisons, dirais-je, comment on va manager ça? C'est-à-dire que moi, manager, je dois faire attention à ce que les personnes à distance soient là, etc. Autre élément, enfin, je livre un peu tout. On a vu, nous, dans nos bouquins, on a observé, mais on retrouve des vieilles théories qu'on avait en sciences de l'éducation. Comment je rythme le temps? Et là, on tombe sur les séquences qu'on connaît en pédagogie, ce que je ne fais pas du tout, hein, de 20 minutes. Hein, c'est-à-dire que globalement, on dit que c'est des séquences max de 20 minutes en distanciel, et vous avez une réactivation de l'attention toutes les 6 minutes. Vous avez sur une séquence de 20 minutes, vous avez 2 réactivations fortes, dirais-je, de l'attention. Donc là, il va falloir travailler. Ça va être des choses sur lesquelles il va falloir, parce qu'au bout d'un moment, on a tous vécu ça, hein. Les réunions Teams, Zoom, etc., où tout le monde faisait autre chose en même temps. Alors, pourquoi pas, on peut travailler en multitâche, même si la show a démontré que le multitâche n'existait pas vraiment. Mais là, comment je manage ça? Comment moi, manager, je gère ça? Et là, aujourd'hui, on voit parfois, il y a des managers qui disent « mais moi, j'ai envie que tout le monde revienne et qu'on revienne ou de manière binaire ». Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai essayé de donner quelques éléments de réponse. Très bien. Merci. Moi, Oui, c'est Mélie, vas-y. penser à la question aussi. Donc, du coup, quel est le rôle des managers dans la construction de la résilience? Alors, les rôles des managers, il va être assez intéressant. C'est-à-dire que là, dans le rôle des managers, je vais revenir sur la résilience. Mais dans des modes de fonctionnement comme ça, je dis, c'est les garants du collectif aujourd'hui. C'est les gardiens du temple du collectif. Alors, les collectifs, c'est l'équipe. Est-ce que les gens sont là? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont dans le truc? Etc. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que moi, il y a des managers qui m'ont dit, pendant la période du confinement, j'ai fait l'effort, j'ai appelé les gens. OK. OK. Mais avant, tu ne faisais pas cet effort-là quand tu les voyais? Mais c'était intéressant. C'est-à-dire qu'on pensait que parce qu'ils avaient une présence, le fait de les voir en présentiel suffisait à avoir un lien. Là, ça veut dire que je me pose la question de mon collectif, dans quel état est-il, quelles sont les attentes de ce collectif, etc. Donc, je pense que quand je dis les gardiens du temple du collectif, ça l'amène à avoir une logique peut-être plus sociologique, entre guillemets, sur son groupe en tant que tel. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, par rapport à la question qui est donnée sur la notion de résilience, c'est est-ce qu'il permet le récit? Est-ce qu'il permet l'interaction? Est-ce qu'il permet l'expérimentation? Est-ce qu'il est celui qui va, entre guillemets, qui va capitaliser les petits gains? Donc, je reprends l'équation que j'ai donnée tout à l'heure, les termes quand j'ai une équation, vous avez compris, hein, c'est une manière schématique de présenter les choses. D'un point de vue mathématique, ce n'est pas vraiment une équation. Mais là, ça voudrait dire, et là, est-ce qu'il laisse de l'expérimentation? Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, hein. Donc, moi, j'ai vu beaucoup m'ont dit, mais est-ce que tu n'as pas un process un peu établi? Non, bien sûr, on a toujours des process établis, mais c'est des artefacts du réel, c'est pas le réel. Et ces artefacts-là nous servent à lire le réel et à agir sur le réel. Et donc, mais ça, il faut l'intégrer en tant que tel. Et il y avait parfois des restrictions qui se faisaient. Donc là, ce garant du collectif, et deux, est-ce qu'il va permettre toutes ces étapes-là? Et là, il a un rôle clé, c'est est-ce qu'il les permet, est-ce qu'il met à disposition, mais est-ce qu'il les rythme? Et là, on touche quelque chose de clé qui est dans les logiques que je vais appeler plus co-construites, hein. C'est la logique de closing. En bon français, encore une fois, la notion de fermeture. C'est-à-dire le manager, c'est ce qui veut dire la période d'expérimentation est terminée, on s'arrête, maintenant on passe à ça, on passe à ça. Ce qui est difficile quand on est en logique de management. Mais on a cette responsabilité-là de dire, on peut en discuter, mais à un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter là et passer à autre chose. Et ça, cette notion-là, à mon avis, va être clé de rythme et d'ouverture. Vous savez, on dit, il y a toujours trois registres de leadership, l'ouverture, la fermeture, l'ouverture et la structuration. Et je pense que là, dans ces notions-là, ça va être clé. Ces postures-là vont être clés. Merci David. Je propose que vous démutiez vous enleviez le secret de votre micro pour poser directement votre question. Alors il y avait des questions de Jean-Yves Reynaud et de Claire Laheurte, Mathilde Brière. Allez-y à votre volonté. Il y avait une question moi, j'avais envie de. Ouais, vas-y, ouais. Excuse-moi, parce que je vois.
J'ai Ah une oui. question intéressante. La réactivation du social ne peut-elle pas se faire à distance? Elle est très intéressante, celle-ci. Alors, je vais dire oui et non. Je me mouille pas trop. Je pense qu'elle peut se faire que si les gens se connaissent déjà. Quand les gens ne se connaissent pas, c'est très compliqué. Ouais. C'est très, très compliqué. Moi, je suis là. Oui, effectivement, on va pouvoir faire des choses, mais je pense qu'à un moment donné, pourquoi avant, mais avant la crise Covid, pourquoi on continue à prendre l'avion et à aller voir des gens à l'autre bout du monde, finalement? Pas besoin. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de se parler les yeux dans les yeux, de changer autre chose que, effectivement, nous sommes des animaux sociaux, on a besoin de se renifler, on a besoin de partager un certain nombre de choses. Et dans les interactions, il y a les signaux faibles. Les signaux faibles, on ne les voit pas beaucoup et donc, ça joue quand même un rôle clé, moi, je trouve. Après, mais je pense que là, ça pose la question de dire on peut avoir des réactivations sociales, mais sur un terreau qui est déjà un peu fertilisé, entre guillemets. Euh, mais si on ne se connaît pas, ça va être, à mon avis, plus complexe, je pense. Pardon, excuse-moi, Luc, tu voulais peut-être… Non, non, je voulais donner la parole à… Mais je trouve la question intéressante et je trouve Ouais, c'est très bien. le cas est intéressant à analyser et voir aussi. Alors Claire, si tu veux parler, tu peux enlever le mute. Voilà, j'ai enlevé le micro, merci. Ouais, effectivement, même quand on se connaît, moi je trouve que c'est un peu difficile quand même actuellement, et pour fonctionner dans un environnement, enfin voilà, que je connais extrêmement bien. Chacun, je trouve, se resserre un petit peu sur ses opérations et le collectif reste difficile à mobiliser hein, aujourd'hui en distanciel. Hein. Ce que j'ai pas forcément vécu par le passé pour le coup. Je partage. C'est un petit peu ce que nous ce qu'on a vu, mais qui n'a pas valeur de généralité, parce que j'ai eu une conférence où j'en parlais comme ça, on me dit est-ce que c'est vrai dans toutes les entreprises? Non, non, on l'a vu que dans un cas. On a vu ce qu'on appelle une perte de productivité au bout de 3 semaines. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, c'est des vieilles règles de réactivation du collectif. C'est-à-dire que, je partage complètement. Alors, il y a tous les protocoles sanitaires qu'il faut respecter dans la période que l'on connaît, etc. Mais je pense que… Alors, ce que l'on voit à une nuance près quand même, à une nuance près, on a vu que les petits collectifs arrivaient à mieux fonctionner que les grands collectifs. Alors là, on tombe sur la théorie des groupes restreints d'Anzieux et Micheli, qu'il avait développé depuis longtemps. Hein. Alors, entre les deux, est-ce que c'est 7 ou 15 personnes? Ça va dépendre, c'est comme pendant les manifs, entre les chiffres des manifestants. À la maille de l'équipe, on constate assez bien la maille d'une équipe ou d'un département opérationnel. 7 personnes, moi je l'ai vu, mais c'est intuitif, hein, ça rien j'ai pas d'éléments probatoires sur le sujet. Les tout petits groupes, ça fonctionne plutôt pas mal, voire même moins de 5. Donc ça fonctionne, sous réserve quand même que les gens aient quand même un niveau de confiance élevé entre eux au préalable. Et là, on retombe sur parce que la confiance, qu'est-ce que c'est? C'est un construit historique et social entre des personnes. C'est parce qu'elles ont vécu des choses ensemble. Alors, vous allez me dire, on peut vivre des choses ensemble à distance. Hein. Mais globalement, en fonction de ça, alors, la taille du groupe joue et effectivement le niveau de confiance et la notion de réactivation. Donc, c'est quelques variables un peu explicatives. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très, très difficile Et j'interrogeais l'autre jour un cabinet de conseil et je leur disais, alors, le business, comment ça se passe? Et ils me disent, pas trop mal. Je dis, oh, bah, tiens, moi, je ne m'attendais pas à cette réponse. Hein, donc, je suis content pour vous, ça me fait plaisir. Et ils me disent, pas trop mal, parce que finalement, on avait des gros contrats qu'on avait au préalable. Et beaucoup de sociétés qui travaillent avec nous continuent à travailler avec nous. Par contre, conquérir des nouveaux clients, c'est quasiment impossible. Et j'ai trouvé ça intéressant, quoi, dans la remarque, et qui montre bien que on va… Et c'est dommage de se priver, entre guillemets, d'autres acteurs, entre guillemets, ou d'autres possibilités. Une autre question pour terminer cette séance très riche. Oh, Myriam. Ah ouais, Parle plutôt d'accord, non, mais qu'écrire. j'aime bien la notion de l'interaction en présentiel avec des masques, ouais, c'est pas facile, quoi, ça, je suis d'accord. J'ai bien aimé donc, le petit mot, c'est Jean-Yves, je crois qu'il met ça, donc voilà, j'ai bien aimé, effectivement. Mais malgré tout, même avec les masques, hein, parce que nous, donc, on a fait pas mal de formations en exécutive à l'ESSEC avec des groupes,
le contenu, on l'avait, hein, on pouvait transmettre, mais ils avaient besoin de venir entre eux, même avec des masques. Donc, ça faisait besoin. C'était quasi aussi un exercice un peu de tribu. Je reconstitue une tribu, quoi. Donc, et ça fait aussi partie des collectifs et de la structuration des collectifs et des organisations. Pardon, excuse-moi, Luc. Alors, Myriam Gorlier, tu as des questions, si tu veux prendre la parole. Oui, merci. Non, j'avais un peu le sentiment, en fait, une question vraiment que je me pose, c'est qu'il y a quand même cet espoir depuis le début qu'on va en sortir et que finalement on va retrouver justement un collectif. Mais si cette situation perdure, donc sur une période beaucoup plus longue, et du coup on peut se poser la question avec les dernières mesures, est-ce que là justement cet espoir de revenir vers un collectif qui permet d'innover, de construire ensemble, va pas, pour le coup, entamer le moral de tout le monde et finalement plus aller vers un report, mais une déprime. Et sur un temps long, ça risque du coup de reporter beaucoup de projets, beaucoup d'innovations, beaucoup de construction et de faire beaucoup plus de dégâts. Voilà. Là, on vit, enfin, il y a un effet couperet deuxième vague, hein, de toute façon, parce que tout le monde est parti en vacances en disant « Ouh, c'est super, on va revenir en septembre, on va faire comme si c'est derrière nous ». Sauf que ce n'est pas derrière nous. Après, bon, d'un point de vue sanitaire, moi, je n'ai pas les compétences, mais je pense que de toute façon, aujourd'hui, on sortira à un moment donné. Alors, comme disent certains grands spécialistes marseillais, ça s'arrête au bout d'un moment, toute épidémie. Donc, je fais attention de ne pas citer des noms aussi. Donc, on a effectivement… après, moi, je pense qu'aujourd'hui, mais vous avez raison, c'est pas mal. C'est intéressant. Aujourd'hui, d'un point de vue managérial et gouvernance des organisations, il faut juste tenir la boutique. Là. Il faut juste la tenir en disant c'est jouable, c'est possible, on peut faire et il faut tenir. Et là, c'est là que la notion de résilience aussi est un élément intéressant à mobiliser. Hein. Mais plus que le processus de résilience qui s'inscrit plus dans comment je construis des organisations à venir, là, c'est plutôt comment la notion de responsabilité. Alors, on en a beaucoup parlé. Moi, des fois, j'ai des désaccords avec certains auteurs intellectuels sur certaines postures d'entreprise dites plus libérées, etc. Aujourd'hui, il ne faut jamais oublier la notion de responsabilité dans les organisations. Qui me paraît clé. Et la notion de responsabilité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une double responsabilité. On a une responsabilité d'essayer de construire un truc qui va à la fois servir et qui va construire quelque chose de futur, et en même temps une responsabilité de dire ça tient, il faut le faire, il faut tenir. Jusqu'où, je veux dire, les individus auront des ressources, parce que vous pouvez vous arriver dans une organisation en disant ça va le faire, etc. Mais on est encapsulé dans une société, on est encapsulé dans j'appelle moi des courants anxiogènes, légitimes, attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas légitimes. Hein. Donc, du coup, ça pose votre question, vous aussi. Là, cette fois-ci, je renvoie, merci, je ne pensais pas boucler comme ça, mais ça renvoie à la résilience de Cyrulnik, là, sur l'individu. Là, ça revient vraiment à ça. Et donc, c'est que la notion de responsabilité, c'est la notion… Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, il y a de la responsabilité émergente. C'est-à-dire des personnes qui disent, on va le faire, etc. On peut faire des choses, etc. Donc, oui, en même temps, c'est pas parce qu'il y a entre guillemets un deuxième coup de butoir qui arrive que tout le processus, dirais-je, d'expérimentation qui a été fait et les promesses qu'il y a derrière aussi, hein, parce qu'il y a aussi ça, on doit l'arrêter, même si c'est facile. Alors moi, je suis prof, hein, donc c'est facile hein, quand on a des équipes, quand on gère. J'ai vu qu'il y avait des gens qui géraient des usines, etc. Donc c'est plus compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a effectivement là cette notion de résilience individuelle liée à la responsabilité, tout en tenant le processus, dirais-je, de résilience organisationnelle qui, lui, s'inscrit dans une expérimentation de nouvelles organisations. Allez David, une dernière parce que j'ai vraiment envie de t'entendre là-dessus, puis on clôture, et cette fois-ci c'est sûr, c'est la question de David Aymon là, sur comment sortir du piège de la transformation managériale sans tomber dans celui du télétravail. C'est super intéressant là-dessus. Ouais, elle est chouette. Non, mais elle est super intéressante. Aujourd'hui, il y a le piège effectivement d'aller vers le télétravail sous la forme d'accords un peu génériques. C'est-à-dire finalement, parce que j'ai un accord télétravail, j'ai géré un certain nombre de choses. Non, ça va poser la question du management,
de l'évolution du management. Et là, je pense qu'on a une grande révolution à faire pour moi. J'ai toujours dit, alors ceux qui ont l'habitude, qui m'ont déjà entendu dans les conférences, je dis le management, déjà le management, est-ce que c'est une compétence ou un comportement? Moi, je l'ai écrit, je dis c'est un comportement. Donc, mais après, ça amène débat. Ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, j'ai toujours dit le management ne s'apprend pas, mais se réapprend. Donc, ça veut dire quoi? Alors, et je suis prof. Ça veut dire qu'il faut faire la confrontation entre deux choses, entre des pratiques et des grilles de lecture de la pratique. Ce qui veut dire que là, pour moi, la transformation managériale, c'est ce que je juge, c'est mon comportement, comment j'ai géré quand je dis que je suis garant du collectif, comment j'ai opéré ma responsabilité, etc. Et pas simplement des grilles qui sont issues pour la plupart des grands principes de Fayol, qui sont du bon sens, entre guillemets. Mais mon comportement, mes différents comportements, et moi, alors je dis aussi toujours, on fait du management quand ça va mal. Quand tout va bien, on fait du théâtre du management. C'est-à-dire qu'on joue au manager. On dit, ouais, ça va bien, plop, 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 voilà mes chiffres, plop, plop, plop. Quand ça va mal, vous savez, c'est le moment, quand vous êtes, moi je l'ai été, j'ai géré avant d'être prof, j'ai bossé dans des vraies boîtes comme vous, quoi. Vous savez, c'est ce petit moment où vous avez une sueur dans l'eau, vous dites, là, il faut y aller. Là, il faut y aller. Parce qu'il y a un problème, parce qu'il faut gérer quelque chose qui est compliqué, sur lequel il n'y a pas de solution, sur lequel… Et c'est là. Et j'ai toujours ça se réapprend. Donc, c'est en situation difficile et ça se réapprend. Et je pense que là, ça pose la question de nous interroger sur notre capacité managériale, à la fois au regard de nos expériences et ce qu'on expérimente, mais à la fois de grille de lecture. Et c'est là que nous, entre guillemets, profs, on a un intérêt. C'est-à-dire qu'on est à la fois pour proposer ces dispositifs expérientiels, mais en même temps pour essayer de donner ces grilles, ces artefacts du réel, ces patterns au sens. Donc là, effectivement, on essaye d'énacter un minimum le système pour le rendre, entre guillemets, compréhensible et puis, je veux dire, meilleur. Voilà, ça, parce qu'on va tenir sur une note positive. On va dire finalement. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue sur le sujet, mais effectivement, je pense qu'on est au début de moi, je parlais de révolution managériale, peut-être. Alors, peut-être que je m'enflamme un peu, là. Donc, ouais, il est 18h, là. Donc, mais… c'est tout bon. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose et ça posera des questions sur… Et nous profs, je veux dire, parce que nous, on est censé être, entre guillemets, ceux qui forment. J'ai bien censé, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça ne s'apprend pas, ça se réapprend. Et moi, j'adore faire… Moi, à l'ESSEC, je fais beaucoup de formations en exécutive, parce qu'effectivement, dans l'exécutive, enfin, en formation professionnelle, j'adore parce que les gens ont des expériences. Et là, on travaille vraiment de manière intéressante sur ça. Donc, voilà. Merci David, tu as des fans de MOOC qui réagissent sur le chat. Merci à tous. Je veux remercier aussi Fabric, qui est conseil support aux organisations vivantes ou organiques, qui est partenaire de ces émissions, qui nous permet de les fabriquer. Ola Spirit, qui est la plateforme de support aux organisations à gouvernance partagée, qui nous aide également à faire ça at cost. Et merci à ces deux organisations. La semaine prochaine, on va enchaîner… on va se régaler à nouveau, toujours en français. On en a fait beaucoup en anglais. Là, on est sur une série de 3 en français. On aura l'honneur d'accueillir Michel Allais. Michel Allais, il est belge. C'est un grand patron, c'est un grand dirigeant belge. Et son histoire est tout à fait unique. Et elle a été retracée dans le livre L'entreprise nouvelle génération, dont j'ai parlé dans mon propos liminaire, qui sera donc en librairie vendredi. Il est patron de Partena Professionnel. Partner Professional en anglais, et il déploie à l'échelle, en bon français on dit at scale, la gouvernance partagée de manière très pragmatique, pas dogmatique. Et comme il est sur une organisation qui a sa dose de legacy, comme toutes les grandes organisations qui ne se sont pas créées du jour au lendemain, c'est particulièrement intéressant de l'écouter. Il y a énormément de courage dans cette organisation, il y a énormément de pragmatisme et d'itération en mode agile. Et donc, vous n'allez pas regretter si vous vous connectez la semaine prochaine pour écouter Michel Allais. Un grand merci, David. Tu as été formidable. Merci à vous tous. Comme d'habitude, tu as un puits de science et de connaissances. On te réinvitera, comme sur les podcasts. Un ne suffisait pas, donc on en a refait. On pourrait revenir, donc tu sais, voilà. Voilà. Merci. Donc, merci les infiniment. ouvrages que j'ai mentionnés, tu pourras les
genre, on en a un certain nombre. Alors, on les mettra en dessous de la vidéo YouTube. Comme ça, vous pourrez retrouver. Et sinon, tu peux donner l'adresse de ton site web. Est-ce que tu as un site web? davidautissier.com. Voilà, c'est tout simple, davidautissier.com. Là, vous retrouvez toute la bio, toutes les références. Et je rappelle donc que le Next Gen Enterprise Summit aura bien lieu le 26 et le 27, et que la veille, le 25, David sera le grand animateur de la remise des trophées de l'innovation managériale, qui aura lieu donc le 25 au soir. On sera en live sur les réseaux sociaux, mais aussi en présentiel. Donc, je vous en reparlerai. On a un petit peu de temps devant nous, mais il y aura des lauréats magnifiques. Je peux pas vous en dire plus, mais vous verrez, ce sera assez extra. Et on reconnaîtra des gens qui sont formidables, mais qui sont pas très connus encore aujourd'hui. Et c'est tout l'intérêt de nos travaux, c'est de mettre sous le feu des lumières les gens qui font un travail de dingue, très innovant, mais qui ne sont pas encore connus. Mais sinon, vous avez les magazines dans les kiosques et ça le fait très bien. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée. Merci Luca et Émilie pour votre aide. À la semaine prochaine. Salut. Au revoir.